Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue une fois de plus chez Brez Motorsport, aujourd'hui avec un point de vue un petit peu différent. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature, comme vous l'avez vu dans le titre, et comme vous le voyez en dessous dans l'atelier, aujourd'hui on va parler Porsche. Alors comme on vous l'a expliqué la dernière fois lors de la présentation de la nouvelle 991 Cup de Maxime, le gérant de Brez Motorsport, le garage veut se spécialiser de plus en plus en Porsche et particulièrement en préparation de Porsche. Parce que Maxime a toujours fait ça avec des BMW, les prendre stock et les emmener sur circuit et les modifier pour qu'elles aillent encore plus vite. Aujourd'hui, on veut réitérer l'expérience avec des Porsche. Comme Maxime vous l'a expliqué dans une des dernières vidéos, c'est un peu le step up en termes de performance, en tout cas sur circuit. Donc aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur la vieille 911, 912 Targa qui est en bas. On ne va pas se concentrer non plus sur la 997 Look Sport Classique qui est en train d'être complètement préparée Club Sport. On va plutôt s'intéresser à la 991 Phase 1 GT3 du garage, donc la version de route, une voiture que Maxime a achetée justement pour mieux la comprendre, mieux comprendre les Porsche de route et par la suite les modifier pour en faire des véritables armes de guerre si on veut, mais qui soient encore roulables sur la route. Donc on va rejoindre sans plus tarder Maxime sous la GT3 afin qu'il nous explique un petit peu quels sont ses projets avec cette voiture et surtout le setup châssis qu'il est en train de mettre sur cette GT3. C'est un projet qui est vraiment super intéressant parce que ça va montrer qu'effectivement, même des voitures de série qui sont déjà ultra performantes, on est quand même sur une voiture qui fait 475 chevaux, qui a des roues arrière directrices, une boîte PDK, on peut encore pousser la performance. Donc Maxime va nous expliquer tout ça en bas, mais en attendant, quelques petits plans beauté de celle-ci et de celle-ci. On se retrouve donc une fois de plus avec Maxime. Ça va Maxime? Ça roule. Super. Donc, comme on l'a dit, on va parler aujourd'hui de cette voiture, la GT3. Alors d'abord, un peu d'histoire pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos où on a parlé de cette voiture. Tu as acquis cette voiture il y a environ 3 semaines, un mois. La première fois que tu l'as reçue, tu as été la chercher directement au Nürburgring, ou juste à côté. Et les premiers tours de roue pratiquement, c'était sur le Nürb. On a fait l'essai sur le Nürb. C'est ça. Et donc, pourquoi justement est-ce que là, depuis 3 semaines, tu l'as emmené 2 fois sur le Nürburgring, cette voiture, et 1 fois sur le circuit Bugatti au Mans? Alors la première fois ça a été l'occasion puisqu'on a été la chercher en Allemagne avec une bonne connaissance du Nürb et une attirance pour le circuit. On s'est dit bah c'est l'occasion, ce serait trop dommage. Sûr. Donc on l'a fait, donc découverte de la voiture là-bas c'était idéal et on s'est dit on y retourne pour valider un petit peu cet essai. On l'a fait ensemble et ça a été un bon week-end et l'idée bah, c'était d'aller au bout de cette voiture au Nürb. C'était vraiment sympa. Ah, c'est vrai que c'était une expérience géniale. Et donc, on le rappelle, Brez Motorsport, c'est un garage qui s'est entre autres fait connaître pour la préparation des BMW. Voilà, et faire tout ce qu'on peut faire sur une BM, on l'a fait avec la M4, c'était une bonne illustration de ce que j'aime faire. Et là maintenant, on balance l'idée là-dessus. Ah, c'est ça, donc exactement comme on l'avait expliqué la dernière fois. Aujourd'hui, là, on l'a vu dans le garage, il y a pas mal de Porsche parce que tu veux te tourner de plus en plus vers les Porsche. Parce que c'est un peu le next step. Ça se fait naturellement. Après les BMW. Bah ouais, c'est justement le fait qu'il y en ait plusieurs aujourd'hui, c'est que notre clientèle, on va pas la chercher, c'est potentiellement des BMX qui deviennent Porschistes. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, le projet, puisqu'on va aller à Dijon la semaine prochaine, c'est de modifier la GT3, de modifier les trains roulants. Ouais, voilà, tu parlais tout à l'heure de pourquoi on a roulé à tel ou tel endroit. On a fait le Nürb, c'était pas mal, on a fait des temps corrects, mais le Nürb étant une grande piste, c'est exigeant en termes de pilotage. Si on ne connaît pas le circuit, si on connaît un petit peu, on peut rouler, couler et pas aller dans les retranchements de la voiture. La semaine qui a suivi notre deuxième passage au Nürb, on a été au Mans. Et là, au Mans, bon, bah, la piste étant plus petite, moins exigence, tout de suite, on est rentré dans la bagnole. Et là, c'est devenu, comme on dit, une saucisse. Donc là, c'était prévu, mais ça a bien validé l'idée qu'on avait de se dire, tiens, sur une Porsche, si on n'achète pas une Cup, il y a forcément du boulot à faire pour optimiser. C'est l'idée qui est en train de se faire là. Alors une saucisse, tu vas peut-être un peu fort, ça reste quand même une GT3. Oui. Restons calme, mais pour toi qui a quand même pas mal d'exigences et beaucoup d'expérience en termes de conduite circuit, tu as des exigences qui sont très hautes à ce niveau-là. Et puis il y a eu la Cup, sans blague à part, le fait d'avoir essayé la Cup juste avant le confinement, la Cup c'est juste magique, c'est une arme de guerre. Là, le côté confortable, entre guillemets aussi, s'il faut faire attention aux mots. Parce que là, on va plus trop pouvoir l'utiliser. Et bah là, ça va être beaucoup plus compliqué, mais on va être entre les deux. On va pouvoir être homologué, donc si on va sur un track day, faut choisir sa route, faut pas non plus s'amuser à faire des kilomètres bêtement. Arriver sur le track day, on peut aller faire de l'essence sans être obligé de ramener tout son attirail, ses bidons et tout. Donc là, on veut retrouver le côté
club sport qu'on avait dans la M4 a une certaine évolution jusqu'à ce que ce soit plus possible. Mais sachant que là, on a déjà une voiture de course similaire, on n'ira pas aussi loin dans celle-là. Là, on va au bout de ce qu'on peut faire sur celle-ci. Ouais. Et puis après, on sera jugé suivant ce que veut le client. Là où est la limite, nous la limite on va aller au bout. De toute façon on va aller la chercher. C'est ça, donc avec cette voiture et après évidemment l'idée ça va être de proposer des prépas similaires à tes clients comme tu l'as fait depuis des années avec Sur des les BMW. Mm. Exactement. Donc on va attaquer le vif du sujet. Tu vas nous expliquer un peu d'où viennent les pièces que tu vas mettre dessus, quelles sont-elles, à quoi elles vont servir. Donc on a déjà un petit exemple ici avec pas mal de pièces sur l'établi. Bah voilà, ça je trouve que ça a quand même pas mal de gueule. D'où ça vient des USA. On a déjà, faut pas, l'histoire est un peu la même, c'est ça qui est marrant. Chez BM, on bossait déjà beaucoup avec les USA. Il y a des préparateurs allemands, mais voilà, nous c'était pas notre branche. On a bossé beaucoup avec Beamer World et puis avec SPL pour tout ce qui est bras de suspension. On est très châssis ici. Les prépa moteurs, on le fait aussi, mais voilà, moi j'aime bien le châssis. La prépa moteur, c'est échappement. Enfin, on va rester gentil. Les grosses prépas, on le voit à l'image des voitures de course. En général, c'est réservé aux GT3, etc. À notre niveau, les voitures de course sont quand même assez peu préparées pour être plutôt fiables. Donc là, on veut garder un peu cette idée-là. Donc les bras, ça c'est une des étapes, viendra aussi la partie échappement puisque j'en parlais à l'instant, et la partie suspension. Donc là on fait un petit peu dans le sens où les pièces arrivent puisque l'échappement c'est le premier truc moi j'ai envie de faire du bruit. Ouais c'est ça, c'est normal. Au-delà de gagner des chevaux puisque les fabricants annoncent des gains, donc on veut les vérifier pour après étayer nos dires sur les prépas qui seront... qui potentiellement arriveront. Et donc du coup, les bras de suspension, on va vous montrer tout ça. Ça, je l'enlève, c'est la douille qui sert à démonter les grosses roues. Je prends le temps de le montrer parce que ça, en allant vers les Porsche, les deux dernières générations, les roues centrales, on ne connaissait pas. Ça amène la grosse clé qui va avec et ce qu'il y a aussi sur la queue. Je le pose ici, reste les bras. Là ici, on a presque un train arrière complet de 991 avec les biellettes qui vont aller au bout des barres anti-roulis que pour l'instant on n'a pas prévu de changer, ça a l'air de faire le boulot. Des bras, ces trois bras là sont des bras de suspension classiques qui sont dans la même mesure que ceux d'origine mais avec des rotules, donc rigides. Et ici, alors que normalement à la base, excuse-moi je te coupe, mais il y a des cylindres blocs à la base normalement. C'est tout le truc. Quand on disait saucisse tout à l'heure, c'est méchant, mais c'est ce qui fait la différence de rigidité entre une voiture de course et une voiture de route, et c'est ce qui fait les mouvements de caisse, et ce qui est franchement usant, et ce qui peut aussi être très perturbant, c'est ce qui crée les erreurs de pilotage. Un mouvement de caisse, voilà, ça crée du roulis, ça crée tout ce qu'on veut. Enfin, j'ai peut-être pas le bon terme, mais c'est ce qu'on veut éliminer. On veut une caisse qui est rivée au sol. Pour ça, on rigidifie tout. On va regarder en dessous de la voiture en dessous, mais il y a autant de bras de suspension que ça, parce qu'il y en a un paquet quand même. C'est complexe une GT3. Et c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on arrive à aller. C'est complexe une GT3, mais je crois que c'est complexe aussi la génération F des BMW. C'est arrivé en multibras. Sur les E46, E36, c'était un monobras avec des petits bras à côté, une pince à cornichon qui était ultra pas rigide. Et la E92, ça avait amené quand même beaucoup de choses de ce côté-là. Et en fait, je pense que Porsche, finalement, c'est pas si différent. Ce qui change beaucoup entre les deux, c'est le CX de la voiture et l'endroit où est situé le moteur. Je trouve qu'en termes de pilotage, ça change tout. Mais dans la conception, et si l'autre jour j'en parlais, c'est que tout est beaucoup plus gros sur une Porsche. Les fusées, les bras, tout est plus solide. C'est un peu le même principe, mais quand on va aller voir les trains, c'est pas une BM. Ok. Et en termes, alors question peut-être bête, mais en termes de gain de poids, est-ce qu'il y a une différence avec les pièces d'origine? Il faudrait qu'on pèse, mais j'ai pas l'impression. Pour l'instant, sur les autres, on est sur de la pièce moulée qui est finalement assez fine quand on la regarde, très creuse. Et je pense qu'ici on est sur de l'usinage, c'est même sûr. Et en termes de poids, plus les rotules, le fait qu'on remplace le caoutchouc par du métal, forcément, et voilà, on n'est pas plus léger. Et donc que de la rigidité. Et par contre sur ce bras là qui est ici, c'est celui qui va influencer le carrossage. Petit rappel, excuse-moi, de ce que c'est que le carrossage. Le carrossage, c'est de la manière dont est inclinée la roue par rapport au sol. C'est ça. Voilà. Donc plus il y a de carrossage entre guillemets, plus la voiture va être directionnelle. Alors non, le carrossage c'est ce qui va donner motricité. Alors la pince, le para arrière ou avant, c'est ce qui va donner justement du volant à l'avant ou pas. C'est ce qui va calmer l'arrière de la voiture ou pas. Le carrossage c'est ce qui va amener de la motricité à bas régime, à basse vitesse, et c'est ce qui va rattraper l'inclinaison de la roue dans les virages, ce que la force va donner. D'ailleurs, on a publié une photo il n'y a pas longtemps de cette voiture avec la config la plus méchante qu'elle propose avec ses réglages d'origine, et on voit bien que sortie de virage avant la ligne droite du Mans, la roue elle a clairement pas assez de carrossage pour pouvoir en faire une voiture très efficace. Donc là on est à l'arrière, mais ici cette partie est un tout petit peu plus longue que d'origine, comme
il faudrait vérifier tout ça, mais on débute, hein, donc on se donne une part C'est un bon début. on dit des bêtises. Et j'ai l'impression que sur les cups, et c'est dommage parce que la cup est un petit peu compliquée à déplacer, on avait besoin de notre pont, mais je serais curieux à terme de mettre les deux côte à côte et de comparer ces dires. Ces pièces-là. Ouais. Enfin voilà, je pense que là, clairement, sur une cup, c'est un petit peu plus long pour permettre de plus de carrossage, et peut-être que sur une RS aussi, à vérifier. Ok, d'accord. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille dessous. Mhm. Donc voir l'avant, sur lequel Nathan a déjà travaillé, il me semble. Bah voilà, parce que là vous avez des belles pièces et là vous voyez c'est tout oxydé, Ouais, mais à l'avant c'est plus le cas. voilà. Alors d'ailleurs j'allais dire c'est en chantier, mais en fait ici c'est fini de monter quoi. Donc je sais pas si on le voit très bien. D'ailleurs c'est le bon côté puisqu'après ici vient Un cache. un déflecteur ouais, Pour pour protéger, alimenter l'air du disque en fait pour que ça refroidisse un petit peu mieux. Et je pense que du même principe qu'on expliquait tout à l'heure sur les bras arrière, ici on a cette base du bras qui est un petit peu plus longue pour permettre aussi Pour permettre que la roue soit un petit peu plus comme plus ça. de carrossage. Donc là c'est plus facile de l'expliquer. La roue en la poussant par le bas elle va prendre de l'angle. Ouais. Le carrossage c'est vraiment sur piste c'est la vie quoi. Enfin, Ok. c'est ce qui, Effectivement, donc on voit qu'à cette partie-là, donc c'est rotulé, comme tu disais. Alors ouais. Il n'y a plus de. Effectivement. Bah tiens, voilà, exactement, on va pouvoir le montrer. Ici, on a l'élément d'origine avec du cil en bloc de partout. Là, c'est pas une rotule, on voit le caoutchouc. Ici, alors là, ici, c'est pareil. Hein. Je pense que si on veut faire un setup gentil, on verra après sur d'autres voitures. On n'est pas obligé d'aller non plus dans des extrêmes comme ça. Cette partie-là, à mon avis, a une importance primordiale puisqu'on voit presque le vide là, ici. Et donc là, il y a des mouvements. Il y a forcément Ouais. beaucoup de mouvements, ouais, c'est Ouais. sûr. Et pareil, là ici, c'est l'autre bras qui compose cette triangulation avant. Celui-ci était déjà rotulé, mais ne permettait pas le réglage de chasse qu'on retrouve ici, que pour l'instant on a mis à 0. D'accord, ok. Et que vous allez voir en fonction des réglages. Et ben voilà, on monte. Après, pour mettre en application les choses, il va falloir prendre des mesures. C'est ça. Et de toute façon, la voiture, on va l'essayer à Dijon la semaine prochaine. Ah oui, ça va venir vite. Donc il y aura évidemment du contenu là-dessus pour voir un peu ce que ça donne. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu essayer la GT3 sur le ring parce qu'il y avait un accident sur la piste. Du coup, ça tombait mal. C'est tombé à l'eau. Ouais. Mais la prochaine fois, comme ça, je vais pouvoir voir à Dijon ce que ça donne. Exactement. Et à Dijon, ce sera pareil. On va vite aller comme au Mans. Si tu avais essayé la voiture honneur, ça aurait été sympa. Tu aurais forcément beaucoup aimé. Mais tu n'aurais pas pu aller dans les retranchements puisque le circuit est dangereux. Le circuit est très dangereux. Il faut le connaître. Donc du coup, même moi, j'y vais pas parce que bon, il n'y a pas trop de dégagement. Là, à Dijon, ça va être différent. Il y a quelques pièges comme tous les circuits, mais on peut vite s'amuser. On va vite savoir si ce qu'on fait, ça marche. Ça, c'est pour la triangulation. Au niveau des suspensions, Alors ça va être... On n'a pas parlé. Entre les deux, j'espère que va s'immiscer l'étape moteur, enfin l'étape échappement. Mais pour rester sur le châssis, effectivement, on pense à une première variante. On va essayer de bosser les amortisseurs d'origine de cette GT3 qui sont déjà des combinés filetés, donc qui peuvent nous permettre un petit peu de réglage de hauteur. Donc déjà, avant d'aller chercher à régler des clics, des temps de compression, etc., des choses qui peuvent un petit peu paraître comme ça difficiles à régler, et d'ailleurs même pour nous ça va nous prendre du temps, et pour des raisons économiques et pour des raisons justement de test, on va essayer juste de modifier ceci. Et quand on aura été au bout de ces amortisseurs, on passera sur des KW, compétition ou club sport, suivant ce qu'on aura envie de faire avec la voiture. Ok, d'accord. Et donc gain de puissance pour terminer là-dessus, donc tu m'as parlé de l'échappement. Tu as aussi beaucoup parlé dans tes stories et sur différentes voitures du plénum d'admission, qui fait en général gagner 20 chevaux tout rond à la voiture, même sur des moteurs atmosphériques. Est-ce que c'est aussi au programme pour la GT3 C'est au programme, effectivement. Là-dessus, les 3 étapes Porsche traditionnelles qui marchent très bien. Je suis très surpris, on en a peut-être déjà parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait du plénum, de l'échappement et ce genre de choses sur une Porsche, on a les gains qu'on annonce. Sans turbo, je veux dire. Ouais, aujourd'hui, sur une M4, tout ce genre de voiture avec des turbos, on annonce des gains. Les gains, ils sont parce que y a une force de frappe qui est intéressante, c'est le turbo. Là, en Atmo, on arrive à avoir des dizaines de chevaux. Je veux pas me prononcer parce que on verra si ça marche avant de vendre le produit. Mais échappement, plénum, boîte à air, papillon d'admission plus gros. Et puis voilà, pour le moteur, on n'ira pas plus loin. Donc une voiture finalement qui d'origine la sort 475 chevaux, on devrait dépasser tranquillement les 500. Mais ouais, voilà. En fait, l'idée, qui serait dans l'absolu très intéressante, c'est d'aller chercher une GT3 RS, qu'elle soit phase 1 ou phase 2, qu'elle soit Vessar ou pas Vessar, avec une Porsche d'entrée de gamme entre guillemets sur le marché de l'occasion. Tout ça, c'est des si, ça dépend de plein de choses, de la voiture, comment elle est réglée, du pilote, et de ce qu'on va apprendre, des différences qu'il y a vraiment entre une Vessar, une RS et puis
une normale, quoi, entre Ouais, guillemets, une complètement. GT3. De toute façon, on aura l'occasion de tester tout ça la semaine prochaine à Dijon. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir. Puis je pense que c'est pas courant de voir en dehors de Mans Terracing des préparations comme ça sur des châssis. Peut-être qu'on peut dire que Brest Motorsport devient un mini Mans Terracing breton. C'est drôle de le dire, minimum terracing, mais l'appellation est rigolote et l'ambition est intéressante parce que c'est à notre niveau et c'est sans prétention aucune. Mais c'est ça, on va faire ça. Enfin, de la prépa châssis Porsche. Voilà. Donc, hâte de voir ça. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore toujours regarder sous les voitures parce que j'apprends toujours plein de trucs à chaque fois que je viens ici. Et puis moi là je me suis autant que j'ai malheureusement pas le temps de monter toutes ces belles pièces, mais c'est un peu Noël. Et du coup non, la prépa châssis c'est super intéressant. Le moteur aussi, mais c'est plus pour quelqu'un qui va faire vraiment de la prépa, où là il va essayer de... Nous le développement moteur il a été fait par Porsche. Après on peut optimiser l'échappement, les périphériques autour, mais une fois que c'est monté, c'est monté. Le châssis c'est évolutif, ça change suivant les circuits, ça change suivant ce qu'on va vouloir faire. Même le pilote ça peut aussi changer. Donc puis on a aussi Manon qui est la pilote principale de ce véhicule qui va pouvoir nous donner les différences, parce que c'est dommage elle est pas là, mais elle a aussi son opinion sur la voiture. Tout à fait. Et la saucisse c'est facile à conduire puisque ça a été le sentiment que Manon eut. Et c'est Manon, avec cette touche féminine que justement on a un autre avis, puisque c'est facile à conduire. Ouais. Donc c'est un peu dommage de se priver de ces voitures qui sont un peu exclusives, mais qui aujourd'hui, en vieillissant un petit peu, sont plus abordables et qui sont vraiment jouissives parce que tout le monde s'amuse. C'est sûr, et tout le monde peut s'amuser avec des voitures de base, comme là en allant au maximum de la prépa, mais il y a plein d'étapes intermédiaires pour s'amuser et s'améliorer de plus en plus. Qui vont correspondre à l'utilisation de la voiture en termes de budget et en termes d'utilisation encore une fois. Parce que dès qu'on rigidifie une voiture, on a la performance ultime, mais il faut savoir qu'on ne l'a pas acheté pour se promener, même si on l'a fait un petit peu dimanche dernier. Le but de ça, voilà, parce qu'après on va plus en profiter, c'est un peu comme la M4, ça a duré 2 semaines, et là ça va être un peu le même délire, c'est pour étayer notre curiosité et la passion. Dernière question que les gens vont forcément poser dans les commentaires. Là, la prépa que tu fais, donc qui est vraiment une prépa extrême, si j'ai bien compris, combien ça coûte ? Alors combien ça coûte ? Alors pour les gens, il y aura forcément des étages, un petit peu comme les stages 1, stage 2, stage 3 pour les reprocs, ça sera la même chose. Donc là, nous, pour la partie train roulant, on a pris le stage 4, donc on a pris le costaud. Donc là, c'est quelque chose avec sans doute on débute un petit peu pour savoir comment vraiment on va facturer ça, tout voilà, on va facturer ça, voilà. Et donc du coup, le prix des pièces, on sait que globalement, on va être un petit peu en dessous des 10 000 € pour le package complet. Okay. Donc quand je dis le package complet, c'est que nous, pourquoi on a choisi celui-là, on n'y reviendra pas et on sait que nous, on va avoir une demande très très intense avec la voiture, donc ça sert à rien de tourner autour du pot et de prendre un bout. Ouais, mais pour les gens qui ont envie, parce que c'est intéressant de faire petit à petit, on pourra. Et là, il y aura des étapes ça va débuter à 1 000 € le premier stage, juste avec les choses indispensables, comme on fait sur d'autres voitures. Et puis comme ça, il va y avoir des étapes à 2 000, à 3 000, à 5 000. Et puis ensuite viendra on propose déjà, puisqu'on est très KW, vous le savez, KW pour ces voitures propose grosso modo un kit à 4 000 € et un kit à 8 000 €. Donc voilà, et je pense que quand on aura fait ces 2 étapes, donc si on veut le full package, c'est 10 000 pour les trains rotulés, 10 000 pour les amortisseurs. Ça fait un petit peu peur, mais au compte tenu de la voiture et du truc d'achat, c'est la réalité des choses. C'est moins que la différence entre une GT3 et une GT3 RS. Et même une phase 2. Et même une phase 2. Donc finalement... Donc c'est pour ça que l'intérêt est là. Donc ça veut dire que en achetant une phase 1, on peut s'amuser. Si on arrive à aller aussi vite qu'une RS ou quelque chose, il manquera la partie aéro qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que les gens, je me rends compte qu'ils aiment beaucoup celle-là. Je sais pas pourquoi. Elle a une ligne assez épurée, mine de rien, la GT3. La RS, c'est vraiment... Elle est super agressive, il y a les ouïes sur les côtés, les ronds gigantesques, c'est différent. Là, on est encore sur un esprit Porsche quand même. J'aime les deux, mais je sais pas pourquoi. Beaucoup de retours là-dessus. Donc, c'est marrant, ça fait la voiture un peu discrète qui peut aller vite. Donc, pour parler budget, il restera les freins, mais ça, c'est pas trop méchant. C'est vraiment traditionnel. De toute façon, même sur une BM, il fallait mettre des gros freins pour que ça s'arrête. Et après, la partie échappement. Grosso modo, je pense qu'on peut budgétiser tout ça aux alentours de 30 000 €. Ok, donc 30 000 € là pour ce qui va arriver sur cette voiture. Nous, c'est ce qu'on s'est fixé, échappement, train roulant, amortisseur. À savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on s'est dit échappement et train roulant, en sachant que la partie amortisseur, aujourd'hui, on l'a fait en stage 1, entre guillemets. On modifie le kit actuel et on verra après. Ok, donc voilà, donc comme ça, vous avez une idée assez précise de combien ça coûte de faire aller une GT3 encore plus vite que ça va déjà vite. Cette phrase n'avait aucun sens, mais vous m'avez compris. Et ce qui avait du sens, c'est d'apporter le côté tarif de la voiture moins cher qu'une MK2. On s'en rend même pas compte. Mine de rien, c'est quand même ça. À l'achat, ça fait quand même une différence. Et puis il y a toujours une histoire. Enfin, moi, pour l'avoir vécu avec le Z3, moi, je ramène toujours le Z3. Vous me dites dans les commentaires, je ramène toujours au Z3, mais bon, c'est la seule expérience que j'ai de modifier une bagnole. Mais pour le ramener au Z3, il y a quand même une expérience assez sympa de partir d'une voiture stock
et de monter les étapes graduellement. Bon là tu fais tout d'un coup, mais il y a quand même un Ouais, intérêt pour le client qui est top, quoi. Ouais, puis après il restera les pneus, enfin tout d'un coup pour la partie châssis parce que c'est le but qu'on voulait atteindre. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à vous raconter. Il y aura d'autres vidéos qui viendront sur la suite. Pour conclure la vidéo, merci Maxime pour toutes ces explications. Alors c'est vrai que c'est pas du contenu qui est forcément divertissant, mais je trouve ça extrêmement enrichissant. Surtout que moi, grâce à toi en partie, je me passionne de plus en plus pour la piste. Parce que là récemment, on a eu des expériences de fou, on était à Bonheur ensemble. Avec Pierre, on était à Spa hier. Donc on a de plus en plus d'expérience sur circuit, en allant de plus en plus vite, et donc moi ça me passionne de voir des choses comme ça. Je pense que ça intéressera. Mais nous aussi, donc c'est bien. Bah oui, c'est ce qu'il faut, et puis ça continue l'histoire, quoi. Ça a commencé pendant des années avec des BMW, et là on passe next step. Ouais, et via ta chaîne, ça permet aux gens de vraiment suivre ces étapes qu'ils n'ont pas pu faire avec les BMW à l'époque, puisque c'était les forums. Exactement. Et puis je me dis, vu comment la série de modifications sur le Z3 vous ont plu, je me dis que si on fait le même principe sur une GT3, c'est cool aussi, quoi. Forcément. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup Maxime pour ton accueil et pour tes explications. De rien. Pensez à rejoindre Brez Motorsport sur Instagram parce que toujours énormément de contenu et des explications comme ça dans tous les sens toute la journée. Donc moi je regarde toutes ces stories. Et donc je vous dis à très vite sur The Glove Driver et pensez à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ciao, bonne journée.